Et si les frappes attribuées à Israël en Syrie en juin dernier contre des sites suspects de stocks d'armes chimiques étaient un avant-goût de ce qui pourrait se passer en Iran, car ces stocks étaient enfouis sous terre. Réponse de l'Iran, n'importe quelle ville israélienne est dans notre ligne de mire. En attendant, l'armée israélienne se prépare, mais reste dépendante aussi de l'armement américain. Les États-Unis auraient refusé de livrer plus tôt des avions ravitailleurs censés débarquer en Israël en 2024. Mais revenons avant tout sur cette explosion à tir au Liban et les funérailles mortelles qui ont suivi. Le Hamas n'a toujours pas avoué être à l'origine des entrepôts d'armes stockés au sous-sol d'une mosquée, même si selon les infos collectées par le nouveau site d'info libanais francophone, ici Beyrouth, il n'y a aucun doute sur l'implication directe du Hamas dans cette explosion. Alors, on parle souvent du Hezbollah Land au sud du Liban. Bonjour, Général Dominique Trinquant. Est-ce que vous êtes surpris, Général, de voir que cette fois, c'est le Hamas qui s'illustre? Oui, alors vous avez raison, on parle beaucoup du Hamas, on parle beaucoup du Hezbollah dans le sud Liban. On ne parlait plus des mouvements palestiniens depuis un petit moment. Et donc, c'est assez surprenant que l'on puisse voir ces affrontements, cette explosion d'abord, puis ces affrontements avec des mouvements palestiniens au sud Liban, puisque c'est à côté de Tyr, c'est juste au-dessus du Litanie, donc on n'est pas loin du sud Liban. Je pense que le Hezbollah avait monopolisé l'attention et puis monopolisé l'action armée, surtout au sud Liban, et que les Palestiniens refassent surface est assez inquiétant. Alors inquiétant, oui, d'autant plus que ni la FINUL, ni la France, qui est aux côtés de l'armée libanaise, ne se sont aperçus de la présence de ces stocks d'armes dans cette région. Alors, premier point, ne parlons pas de la France, mais de l'ONU. Il s'agit de la FINUL, qui est au sud Liban, au sud du Litanie, avec des forces qui, je rappelle, sont là-bas depuis 1978 et qui ont été renforcées en 2006, après l'opération qui avait eu lieu au sud Liban, où l'ONU a considérablement renforcé la FINUL, en particulier avec des contingents italiens, espagnols et français. Donc vous avez raison, la présence entre le Litanie et la frontière israélienne de cette FINUL a pour objet d'empêcher le Hezbollah d'intervenir. Alors maintenant, on est en train de parler de Tyr. Tyr, c'est en dehors de cette zone-là. Les camps palestiniens ne sont pas surveillés du tout par la FINUL. Donc c'est ceci qui est inquiétant aujourd'hui, c'est qu'il y ait une nouvelle activité qui échappe à la FINUL puisque ça n'est plus dans sa zone et qui concerne les Palestiniens qui, depuis plusieurs années, étaient assez silencieux dans cette zone. Oui, effectivement, en général, mais lorsque je parlais de la France, mais également des États-Unis, je parlais surtout de la formation et de la coopération avec l'armée régulière libanaise qui est censée normalement opérer sur le terrain. Oui, moi je pense que, bon, premièrement, les Américains comme les Français ne sont pas là pour faire du renseignement, mais pour former l'armée libanaise. Et actuellement, vous le soulignez, depuis l'explosion du mois d'août d'il y a plus d'un an maintenant, essayer de faire survivre l'armée libanaise. Quand je dis survivre, c'est tout simplement la nourrir et la payer. Hein, donc, c'est ce que font les Américains et les Français. En revanche, vous avez raison, compte tenu du chaos qui existe actuellement au Liban, il est probable que les mouvements palestiniens sont passés en dessous des radars pour se concentrer sur le Hezbollah et non pas sur les mouvements palestiniens. Donc, vous savez, le renseignement, c'est une constante à maintenir et probablement que cette constante n'a pas été maintenue dans le chaos actuel au Liban. Est-ce qu'on pourrait imaginer que le Hezbollah se serve du Hamas justement pour lancer des actions contre Israël et ainsi se dédouaner? Alors, ce n'est pas totalement impossible. Hein. On sait que le Hezbollah, son royaume, j'allais dire, c'est le sud Liban. Le Hamas, c'est plutôt Gaza. Mais pourtant, il y a une connivence évidente entre les deux mouvements. Et donc, que le Hezbollah se serve du Hamas dans les camps palestiniens, c'est-à-dire en dehors de la zone contrôlée par la FINUL, c'est une probabilité. On sait très bien que la prise en tenaille entre le sud Liban et Gaza est la hantise des Israéliens. Donc, ces mouvements d'opposition palestiniens en particulier puissent effectuer ce type de prise en tenaille est une possibilité. Oui. En quelque sorte, le Hamas comme mercenaire du Hezbollah.
Oui, on sait que le Hezbollah a des moyens considérables qui sont fournis en particulier par l'Iran, le Hamas également, donc la connivence est évidente. Général Trinquant, est-ce que ces affrontements Fatah-Hamas ne vous rappellent pas, eu égard à votre expérience sur le terrain, les prémices de la guerre civile dans les années 70 au Liban? Oui, d'où la nécessité de soutenir l'armée libanaise, parce que l'armée libanaise, est la seule structure qui tienne encore un peu la route au Liban, et tout le monde compte sur elle. Donc il faut la maintenir à flot, de façon à ce qu'elle puisse remplir son rôle, même s'il est minime, mais au moins le rôle de fédérateur au sein du Liban, de façon à ce qu'il n'y ait pas l'explosion qu'on a connue dans les années 70. Donc si je lis entre les lignes de ce que vous dites, si l'armée libanaise craque, c'est le Liban qui s'écroule totalement. C'est ce que tous les observateurs disent sur le Liban. Aujourd'hui, c'est l'armée libanaise qui tient encore à peu près une unité au Liban. Alors dernière question, Général Trinquant, on sort du Liban pour parler de la Syrie, pour évoquer ces frappes attribuées à Israël contre les stocks d'armes chimiques de Bachar el-Assad, qui était censé les avoir détruits en 2013. Question simple, est-ce que le président syrien se moque de la communauté internationale? Ce qu'il y a de certain, c'est que Bachar el-Assad, avec l'aide de la Russie, a gagné sa guerre en Syrie. Gagné de façon assez dramatique, hein, c'est un champ de ruines actuellement la Syrie, mais donc il a gagné. Et donc il doit préparer la phase suivante, qui est une menace contre son régime. Donc ayant été vainqueur et soutenu par l'Iran et par la Russie, qu'il veuille reconstituer des stocks d'armement, donc des armements chimiques, c'est une possibilité. Maintenant, tout ceci, pour l'instant, repose sur du renseignement israélien qui nécessite d'être confirmé, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Effectivement, il va falloir attendre. Merci, Général Trinquant, d'avoir été avec nous. Merci, au revoir. Et entre-temps, Océane Nicole m'a rejoint. Bonsoir, Océane. C'est quoi ces frappes d'attaques chimiques dont on parlait à l'instant avec le général Trinquant? Alors, elles se sont passées le 8 juin dernier. C'est le Washington Post qui a révélé l'existence de ces frappes en se basant sur des renseignements américains qui ont donc révélé ces frappes. Il y a donc eu, le 8 juin dernier, des avions de l'armée israélienne qui ont donc traversé la frontière avec la Syrie, direction la région de Damas et de Homs. Et les avions de Tsahal ont donc visé des cibles d'armes chimiques syriennes qui étaient stockées dans des installations souterraines. Et parmi ces armes chimiques, il y avait notamment du gaz sarin. Au total, il y a 3 positions qui ont été visées. Cette attaque, elle a fait 7 morts syriens, dont un officier ainsi qu'un ingénieur qui travaillait justement dans un laboratoire militaire secret. Évidemment, comme à son habitude, Israël n'a pas commenté ces frappes. Pourquoi elles sont importantes, ces frappes israéliennes, en ce moment? Tout d'abord parce que ça montre que Israël est déterminé à contrer les éléments perturbateurs, donc tout ce qui peut contrer à l'État hébreu. Or, on sait que la Syrie a déjà utilisé ces armes chimiques, notamment contre sa propre population. On peut prendre l'exemple en 2013 du massacre de la Ghouta où il y avait eu du gaz sarin qui avait été mis sur la population. Résultat, on avait eu des centaines de morts. Donc si la Syrie le fait sur sa propre population, elle peut très bien aussi faire ces attaques à l'arme chimique contre Israël. Et la deuxième chose, c'est aussi que finalement, tout est à portée des avions de l'armée de l'air israélienne. Donc finalement, toutes les cibles, même dissimulées, puisque ces armes chimiques, elles étaient dissimulées dans des installations souterraines. Donc finalement, tout est à portée de l'armée de l'air israélienne. Donc c'est aussi un message un petit peu adressé quand même à l'Iran. Alors justement, puisque vous me donnez la main pour parler de cette info qui vient de nous parvenir, c'est-à-dire que visiblement les États-Unis qui devaient livrer des avions ravitailleurs à Israël en 2024 demandent d'Israël de les amener plus tôt. Refus des Américains. Regardez ce sujet préparé par Sandy Fortis, on en parle juste après. Les ravitailleurs devraient être livrés dans 4 ans, comme prévu. Que ce soit pour des raisons politiques ou économiques, Washington a rejeté la requête israélienne. Il ne livrera pas 2 des 4 avions ravitailleurs demandés par Israël avant la date fixée. Il s'agit de Boeing KC-46, des avions qui ont une autonomie de plus de 11 000 km. Ils peuvent ainsi rester en vol pendant 11 à 12 heures et ravitailler plus d'une dizaine d'avions de chasse sur un seul vol. Israël, qui se prépare à une éventuelle opération militaire contre l'Iran, a absolument besoin de ces ravitailleurs pour mener à bien une telle mission.
Israël a passé commande il y a plusieurs années dans le but de remplacer sa flotte qui date de plus de 50 ans. Le budget n'avait cependant pas pu être approuvé en raison de la débâcle politique. C'est désormais chose faite, mais le temps de livraison semble poser problème. Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a tenté de convaincre son homologue américain lors de sa visite à Washington, mais en vain. En attendant, Tsahal se prépare à une éventuelle attaque de Téhéran. Achat d'armement, acquisition de missiles intercepteurs pour le dôme de fer et même plan d'entraînement détaillé de l'armée de l'air. Benny Gantz a prévenu les Américains que le pays se préparait à une attaque. Mais Washington campe sur ses positions. L'option militaire reste la dernière option. Donc option militaire Océane, toujours à l'ordre du jour, tant pour les Israéliens que pour les Iraniens. Tout à fait. Benny Gantz, on sait, il a dit et répété, il a demandé à l'armée israélienne de se tenir prête donc à une éventuelle attaque contre l'Iran. Et maintenant, en effet, eh bien, c'est au tour de l'Iran d'essayer d'intimider les Israéliens. La preuve avec cette une que vous allez voir du Tehran Times aujourd'hui, plus explicite. Eh bien, il n'y a pas, on voit la carte d'Israël avec pratiquement toutes les villes qui sont marquées d'une cible rouge. L'Iran qui veut donc un petit peu intimider clairement la population israélienne, puisque c'est vrai qu'en voyant la carte, c'est quand même une carte qui est un petit peu angoissante. On sent bien que les Iraniens jouent justement sur ce côté psychologique. Et puis en plus de cette photo, de cette carte, il y a le contenu en lui-même de l'article. Je cite, nous pouvons frapper n'importe où, il suffit d'un faux mouvement ou encore ne vous approchez pas. Et à chaque fois, après ces phrases, il y a des points d'exclamation. Donc le message est très clair. Téhéran peut atteindre et viser Israël, en tout cas. C'est ce que veut dire l'Iran. D'ailleurs, cette une, elle intervient aussi quelques jours après les révélations de cette frappe israélienne en Syrie. Donc là aussi, c'est une sorte de réponse un petit peu de la part de Téhéran. Et puis, il y a aussi le régime des Mollahs qui semble un petit peu préparer sa population, puisqu'il y a les jours fériés et les vacances qui ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre. Et il y a aussi les chefs de l'armée iranienne qui vont avoir carte blanche, je cite, pour tester des missiles au cas où les États-Unis et Israël voudraient détruire les installations nucléaires iraniennes. Donc le ton commence un petit peu à monter quand même. Et comme dirait Candide, tout va bien dans le meilleur des mondes. Merci Océane. Alors justement, regardez ce sujet préparé que vous avez préparé, Océane, sur la venue du Conseil à la sécurité nationale américain, Jack Sullivan, en pleine période de tension. Face à l'Iran, les pays de la coalition perdent patience. Les négociations sur le nucléaire qui ont repris le 29 novembre dernier piétinent toujours à Vienne. Et même si Téhéran assure que des progrès ont été réalisés, le pays joue la montre. Pour la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, les propositions de l'Iran sont incompatibles avec l'accord. À ce stade, il n'a pas encore été possible d'entrer dans de vraies négociations. Nous perdons un temps précieux dans la discussion sur de nouvelles positions iraniennes incompatibles avec l'accord de Vienne ou allant au-delà de ce qu'il prévoit. Mais le temps est compté. Une attitude du régime des Mollahs qui ne semble plus convenir non plus à Washington. Résultat, le ton monte. En marge de sa visite en Indonésie, Anthony Blinken assure que les États-Unis prépareraient une alternative à la voie diplomatique. Ce que nous voyons jusqu'ici, c'est que l'Iran perd un temps précieux en défendant des positions qui sont incompatibles avec un retour à l'accord de 2015. Sans progrès rapide, l'accord sur le nucléaire iranien deviendra une coquille vide. Il sera bientôt trop tard. L'Iran n'est toujours pas engagé dans de vraies négociations. Nous discutons activement avec nos alliés et partenaires des alternatives. Une allusion supplémentaire donc à une opération militaire en cas d'échec des négociations avec Téhéran. C'est dans ce contexte que Jake Sullivan sera en Israël la semaine prochaine. Le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden doit s'entretenir avec Naftali Bennett, le Premier ministre israélien, ainsi qu'avec le chef de la diplomatie Yair Lapid. Un tête-à-tête avec Benny Gantz, le ministre israélien de la Défense, est également prévu. Et j'ai le plaisir de recevoir Yaron Bouskila, lieutenant-colonel de réserve de l'armée israélienne et secrétaire général des Bitronistim, les sécuritaires, un think tank de recherche sécuritaire. Et Yaron, d'abord, premièrement, j'aimerais vous faire réagir sur le fait que les États-Unis ont décidé de repousser la livraison prévue des ravitailleurs qui pourraient permettre à l'armée israélienne d'opérer en Iran. Quelle doit être la réponse de l'armée israélienne ? Eu égard à un accord signé entre le ministère israélien de la Défense et les partenaires américains, les États-Unis étaient censés livrer des avions ravitailleurs afin de permettre à l'armée israélienne de mener à bien des frappes loin de ses bases.
On a de quoi être surpris, ou par ailleurs, du fait que les États-Unis ne livrent pas les avions prochainement. Leur raison invoquée, les États-Unis n'ont pas terminé leur propre achat d'équipements à 100% du matériel requis pour l'armée américaine avant de les livrer à l'armée israélienne. Ce n'est pas une raison viable dans la mesure où aucune armée dans le monde n'attend d'être équipée à 100% de son matériel avant d'entamer la deuxième étape. En règle générale, une armée atteint les 70-80% d'équipements et procède à des livraisons avant de penser à continuer à s'équiper. Je pense en réalité que la vraie raison, c'est que les États-Unis craignent une frappe israélienne en Iran sans l'appui militaire américain ou sans en avertir le Pentagone. Ce qui, de facto, surprendrait les États-Unis ou l'entraînerait à son insu dans ce bourbier iranien et dans la région. C'est donc la manière pour Washington, selon moi, de freiner une éventuelle opération israélienne et d'attendre que la décision vienne des États-Unis et non d'Israël. Alors revenons sur terre, sur ce qui se passe véritablement et à Jérusalem et dans les territoires. Le commandant de division de la région centre a décidé de changer les règles de tir face aux lanceurs de pierres parce que des soldats ont tiré sur des lanceurs de pierres. Ça choque parce que des pierres tuent, Yaron Bouskila. Je pense que la raison pour laquelle le commandant a décidé de réguler les règles de tir, ou plutôt que chaque tir nécessite son accord, c'est principalement à cause de la commémoration par le Hamas de ses 34 ans d'existence que le mouvement terroriste a célébré ce mardi. C'était donc l'occasion pour le commandant de division d'empêcher que des dommages collatéraux n'aient lieu pendant cette période ou donner la possibilité au Hamas de réagir à un incident en particulier et gagner des points sur le dos de l'armée israélienne. Et ne pas oublier que nous assistons à une lutte entre le Hamas et l'autorité palestinienne, en clair, le Fatah au pouvoir. Le Hamas cherche à tout prix à gagner des points aussi sur le dos du Fatah. Il faut donc éviter à tout prix de commettre des erreurs opérationnelles afin de ne pas donner des points au Hamas. Mais il faut dire la vérité. Depuis que le commandant de la division centre de Judée-Samarie a pris ses fonctions, nous constatons de plus en plus, au cours des 3 dernières semaines, que les soldats ouvrent le feu sur des lanceurs de pierres et cocktails Molotov sur les principales artères qui traversent le territoire. Ce n'est pas un hasard, mais il faut aussi, je le répète, éviter que l'armée israélienne offre des points à son insu au Hamas. Alors j'aimerais revenir et rebondir sur ce que vous dites. Il ne se passe pas une seule soirée sans que des éléments du Hamas ne soient arrêtés, sans des chefs terroristes. Est-ce qu'on est en train, je vais volontairement vous poser une question provocante, est-ce qu'Israël est en train de traquer le Hamas ou alors est-ce qu'Israël est en train d'aider l'autorité palestinienne ? Dans les faits, il faut savoir que l'État d'Israël a choisi de renforcer au niveau sécuritaire et économique, mais pas diplomatique, l'autorité palestinienne, afin de maintenir l'équilibre dans les territoires et éviter aussi un déséquilibre vers le centre d'Israël et Jérusalem. Une partie des arrestations d'éléments du Hamas pourrait être qualifiée d'ennemis communs de l'autorité palestinienne et d'Israël. En résumé, si Israël n'opérait pas comme ses forces le font et n'intervenait pas contre les leaders du Hamas et les cellules terroristes dans les territoires, nous aurions assisté à un renversement du pouvoir, une sorte de révolution par la force, comme nous l'avons vécu à Gaza en 2007. La seule raison pour laquelle l'autorité palestinienne se maintient en vie, c'est le soutien militaire et sécuritaire de l'armée israélienne à l'encontre de ceux qui menacent la stabilité de Ramallah, comme celle d'Israël. Le gros problème, Yaron Bouskila, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une guerre Fatah-Hamas, au final, c'est Israël qui reçoit la note. Alors comment on fait dans ce cas-là ? Il faut le dire et vous avez raison. Le fait qu'Israël paye le prix de cette lutte du pouvoir entre le Fatah et le Hamas, c'est parce que le Hamas l'a bien compris, il gagne des points sur la scène interne, et ce, sur le dos des citoyens israéliens. Je résume. Afin de gagner en popularité dans la rue arabe, le Hamas s'attaque à des Juifs et montre ainsi comment il influence le quotidien des Israéliens. De cette manière, il se renforce et obtient ce qu'il requiert dans les rounds de négociations qui ne sont pas publiés dans la presse par des opérations terroristes et militaires contre Israël. C'est pour cela que je dis que vous avez raison. Et quand l'armée israélienne ou le Shabak opère, par exemple dans l'université de Birzeit de Ramallah, pour arrêter des étudiants, des futurs recrues potentiels du Hamas,
Qui est-ce qui l'envoie? C'est l'autorité palestinienne ou c'est les renseignements israéliens? Il faut dire avant tout que le Hamas a pris le contrôle des universités palestiniennes dans les territoires. Le Hamas a remporté la plupart des élections estudiantines au cours des dernières années. Ce sont ces délégués élus qui arrangent, invectivent et poussent à des opérations contre Israël, certaines par la force et d'autres par des actions politiques. Donc en arrêtant ces membres du Hamas qui incitent à la haine et à la violence, Israël empêche le déséquilibre des forces au sein de l'autorité palestinienne, mais aussi maintient un calme relatif dans les quartiers est de Jérusalem et dans les territoires. Regardez ce qu'il se passe depuis quelques semaines. Malgré la lutte de pouvoir entre le Hamas et le Fatah et la commémoration des 34 ans du Hamas, le calme se maintient. Peu d'attaques, peu de tirs à l'arme à feu contre des civils. Ceci est le résultat d'un travail de fond des services du Shabak et de l'armée contre des éléments qui veulent déstabiliser tant l'autorité palestinienne qu'Israël. Lieutenant-colonel Yaron Mouskila, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et dernier invité justement, Ebtissam Al-Kedbi. Bonsoir, vous êtes membre du conseil d'administration de l'Institut des États du Golfe à Washington et vous faites partie des 50 femmes les plus influentes du monde arabe, la seule femme d'ailleurs à être dans le monde arabe à la tête d'un think tank. Merci beaucoup d'être mon invité ce soir dans Défense. Pour commencer, j'aimerais qu'on aborde la question des relations entre les Émirats et Israël. On sait, le Premier ministre israélien Naftali Bennett était aux Émirats arabes unis. Et quelle onde de résonance a eu cette visite? Avant de répondre à votre question, j'aimerais préciser une chose. Les Émirats arabes unis fêtent leurs 50 ans cette année et notre politique étrangère est un outil qui sert des intérêts nationaux plus élevés, notamment des intérêts économiques qui sont extrêmement importants. Donc je crois que c'est une visite historique, évidemment, aussi bien pour Israël que pour les Émirats et toute la région. Et je pense qu'elle va valoriser les accords qui ont été signés dans plusieurs domaines, tels que la géoéconomie, l'intelligence artificielle, la médecine, la sécurité sanitaire et d'autres secteurs d'activité. C'est aussi une visite importante dans la mesure où elle montre au monde entier qu'Israël est un État ouvert à la coopération avec les autres pays de la région. Et c'est aussi la preuve qu'Israël veut la paix et cherche à avoir des relations saines avec les Émirats arabes unis, qui sont certes un petit État, mais qui est le plus dynamique de la région. Alors on le sait, Ebtissam, bien évidemment, l'Iran n'a pas été le mot du moins prononcé par Naftali Bennett, mais visiblement à l'ordre du jour, les pourparlers relatifs au nucléaire iranien ont été mis sur la table. Est-ce qu'Israël et les Émirats partagent le même point de vue sur la question? Cette visite intervient pendant la phase de négociation avec l'Iran. Et je vous le dis en toute transparence, oui, nous nous sommes rapprochés de l'Iran. Mais cela ne nous empêche pas de partager les mêmes inquiétudes qu'Israël concernant les missiles iraniens, le programme de drones et les activités du pays qui déstabilisent la région. Mais les Émirats arabes unis ont une certaine approche par rapport à cette situation. Notre objectif est d'éviter une escalade et une confrontation et, au contraire, de renforcer le dialogue et la coopération dans la région. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait avec Israël. On a pu constater aussi un rapprochement entre les Émirats et l'Iran. Est-ce que, selon vous, Israël doit s'en inquiéter ? Non, je ne crois pas qu'Israël ait des raisons de s'inquiéter. Vous savez, les Émirats et l'Iran sont en situation de conflit, mais pourtant, il y a des secteurs d'activité dans lesquels nous coopérons. L'environnement, le traitement de la pandémie, la gestion des eaux, et malgré tout, il reste des problèmes entre nos deux pays qui perdureront tant que nous n'aurons pas trouvé de solution. Nous ne pouvons pas nous attirer l'hostilité de l'Iran. Géographiquement parlant, Israël est assez éloigné de l'Iran, mais nous, aux Émirats, nous sommes juste en face et nous vivons exactement dans la même zone. Si nous ne pouvons pas bouger, ils ne peuvent pas bouger non plus. Donc, de la même manière que nous avons signé les accords d'Abraham avec Israël, en espérant que cela pourrait créer un arc de stabilité dans la région,
Par le biais d'intérêts économiques, nous pensons que nous pouvons faire la même chose avec l'Iran, c'est-à-dire proposer une coopération aux Iraniens. Et peut-être que, comme les Israéliens, ils accepteront de normaliser leurs relations avec nous. Peut-être que l'Iran se rendra compte qu'entretenir de bonnes relations avec les pays voisins est beaucoup plus avantageux et bénéfique pour eux. Ce serait une solution qui profiterait à tout le monde. Mais Ibtissam, la question est surtout de lèvres en Israël. Est-ce que ce rapprochement implique de facto, je parle du rapprochement entre les Émirats arabes unis et l'Iran, de facto implique un niveau réduit de coopération militaire et stratégique entre Israël et les Émirats? Sur cette question iranienne, on sait que le chef de l'armée de l'air israélien était aux Émirats et inversement, celui des Émirats était en Israël. Vous savez, nous attendons d'améliorer nos capacités militaires, mais depuis que nous avons signé les accords d'Abraham, de nombreux officiels émiratis ont déclaré que ce ne sont pas des accords contre l'Iran ou contre qui que ce soit. Et je crois qu'aujourd'hui, les Iraniens sont convaincus que toute coopération, quelle qu'elle soit, entre les Israéliens et les Émiratis, n'est pas dirigée contre eux. Il s'agit simplement d'un intérêt commun entre deux pays. Et les Iraniens doivent eux aussi comprendre que s'ils veulent vivre en paix, alors ils doivent renoncer à beaucoup de choses. Peut-être que ça ne sera pas facile de les convaincre. Mais malgré les conflits, le cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan s'est rendu en visite en Turquie. Le cheikh Tahnoun est allé en Iran. Et aujourd'hui, c'est le Premier ministre israélien Bennett qui est aux Émirats arabes unis. Et je dirais que toutes ces visites sont une source d'espoir pour l'avenir de la région. Merci infiniment, Ibtissam Al-Kadbi, d'avoir répondu à nos questions. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Défense. On se retrouve donc, même heure, même plateau, à la semaine prochaine sur i24 News.